Il y a eu cette prise de conscience des investisseurs particuliers pour la bourse, pour leur épargne, pour leur avenir. Finalement, est-ce que c'est pas le bon moment pour s'intéresser au marché financier, pour préparer mon avenir, préparer mon épargne? Et donc, il est à la recherche de produits simples, lisibles, transparents et aussi avec des frais maîtrisés. Et c'est finalement les ETF qui cochent un peu toutes ces cases. On peut utiliser des ETF sur du court terme et la liquidité de l'ETF le permet complètement. Mais attention, gérer du court terme, c'est compliqué, c'est même parfois un métier. Quand on veut avoir une stratégie patrimoniale et investir en bourse, c'est globalement sur le long terme. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Parlons Cash, le podcast qui rend la finance simple, accessible et surtout utile à votre quotidien. Ce podcast a pour objectif de vulgariser la finance et de vous faire découvrir en toute transparence les sociétés avec lesquelles vous avez l'habitude d'investir. L'idée ici, c'est de vous donner les clés pour mieux comprendre les grandes thématiques financières, mieux investir et faire des choix éclairés pour votre épargne. Investir, c'est comprendre. Comprendre, c'est avancer. Pour ce premier épisode, on commence fort avec un invité de marque, Jérémy Toubiana, responsable du développement ETF chez BNP Asset Management. Il est expert sur le sujet des ETF depuis plus de 15 ans. Alors, pourquoi les ETF ont-ils autant de succès ces dernières années? À qui s'adressent-ils vraiment? Sont-ils adaptés à une assurance vie? Et surtout, comment les intégrer dans une stratégie globale? On va décrypter tout ça ensemble avec des mots simples, des exemples concrets et des conseils utiles pour tout investisseur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler quelques chiffres. 2024, c'est une année record pour les ETF. En Europe, avec 30% de part de marché et près de 250 milliards de flux, dont 197 milliards pour les ETF actions. Alors, il est temps de tout vous dire sur les trackers. C'est parti pour ce premier épisode de Parlons Cash avec Jérémy Toubiana. Jérémy, bonjour. Bonjour Jean-Olivier. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. Donc, on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer simplement, c'est quoi un ETF? Pourquoi le terme de tracker ou ETF qu'on retrouve souvent sur le marché? Alors, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds qui va être coté en bourse. Donc, que je vais pouvoir acheter et vendre comme une action aux horaires d'ouverture de la bourse, d'une bourse comme la bourse Euronext de Paris. La particularité des ETF, les plus connus, c'est qu'ils vont chercher à répliquer des indices de référence, comme le CAC 40 par exemple. Donc, un ETF sur le CAC 40 va répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de l'indice CAC 40, dividendes réinvestis. On les appelle aussi des trackers parce qu'ils vont traquer l'indice, ils vont traquer cet indice à la hausse, à la baisse, encore une fois. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des ETF, Exchange Traded Fund. Ils vont traquer des indices tout en étant cotés en bourse. Donc on peut dire que ETF ou tracker, c'est la même chose. Alors, tous les ETF sont des trackers, mais tous les trackers ne sont pas des ETF. La particularité d'un ETF, c'est que c'est un produit régulé, agréé par les autorités, la réglementation européenne, qu'on appelle UCITS par exemple. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on va les retrouver dans des enveloppes d'épargne type assurance vie, PEA, compte titre. Il y a des trackers qui ne sont pas UCITS, qui sont peut-être des certificats par exemple, qui sont créés par des banques d'investissement, mais qui n'ont pas le cadre juridique, réglementaire des fonds traditionnels qu'on va pouvoir acheter, ce qui est le cas pour les ETF. Très bien, merci. En tous les cas, aujourd'hui, il y a un engouement qui est certain. J'ai donné les chiffres en introduction. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a un tel engouement ces dernières années sur les ETF et les trackers? Alors, il y a eu un vrai virage après le Covid. Après le Covid, il y a eu finalement une prise de conscience des investisseurs, notamment particuliers. Alors, il est vrai, on peut peut-être le rappeler, qu'historiquement, on en parle beaucoup, mais historiquement, en Europe, c'est surtout des investisseurs institutionnels qui utilisent les ETF. Aux États-Unis, c'est l'inverse, c'est plutôt des investisseurs particuliers. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'il y a eu justement cette prise de conscience des investisseurs particuliers pour la bourse, pour leur épargne, pour leur avenir. Ils ont vu, après le Covid, la bourse baisser fortement. Ils étaient tous en télétravail et ils se sont dit, finalement, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour s'intéresser au marché financier, pour préparer mon avenir, préparer mon épargne? On parlait d'une inflation qui était assez forte. On avait en tête les niveaux de livret A, par exemple, qui étaient vraiment en dessous des niveaux d'inflation. Et donc, des performances nettes qui n'étaient pas forcément positives. Et donc, cette prise de conscience a poussé les investisseurs, notamment particuliers, à se poser la question, si je veux investir en bourse, comment je vais le faire? Et donc, ils étaient à la recherche de produits simples, lisibles, transparents, et aussi avec des frais maîtrisés.
Et c'est finalement les ETF qui cochent un peu toutes ces cases. Un ETF, c'est simple, ça réplique à la hausse comme à la baisse la performance d'un indice boursier. Donc quand on voyait le CAC 40 baisser de X%, on savait que l'ETF allait faire exactement la même baisse, mais pareil à la hausse. C'est transparent parce que on a accès au portefeuille de l'ETF en continu sur les sites des émetteurs d'ETF. C'est liquide, donc il y a un côté rassurant. Je peux l'acheter et le vendre en continu aux horaires de la Bourse de Paris. Et encore une fois, les frais sont maîtrisés. Et donc, on a vu beaucoup d'intérêt et beaucoup de flux aller vers les ETF de la part des investisseurs particuliers. Alors, merci Jérémy pour cette explication très, très transparente. L'intérêt aussi de l'ETF aujourd'hui, c'est qu'on le retrouve dans différentes enveloppes. Est-ce que tu peux revenir sur les enveloppes aujourd'hui? Les ETF, on peut investir sur des assurances vie, des comptes titres. Voilà, c'est disponible dans quel type d'enveloppe? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour expliquer les ETF, ils ont un format juridique réglementaire, UCITS. Ils sont aussi, pour ceux qui sont commercialisés en France, par exemple, agréés par l'autorité des marchés financiers. Et donc, ça en fait un vrai produit d'épargne d'investissement qui vont être éligibles en assurance vie, en compte titres, en PEA, en PER, en épargne salariale. Et donc, c'est vrai qu'historiquement, il y avait peu d'ETF qui étaient référencés dans les contrats d'assurance vie. Et là, on voit une vraie accélération. Aujourd'hui, il y a au moins 50% des contrats d'assurance vie français qui référencent au moins un ETF. Et donc, il y a un vrai boom. Et on les revoit notamment référencés dans les contrats des acteurs digitaux, donc en ligne, mais aussi auprès des contrats distribués par des conseillers financiers. Très bien. Merci Jérémy pour cette explication. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un ETF? Tu as parlé tout à l'heure des dividendes réinvestis, par exemple. Est-ce que tu peux revenir? Voilà, quand on investit dans un ETF, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on investit et comment ça marche? Alors, il y a différents types d'ETF. Il y a des ETF sur des pays spécifiques. La France, les États-Unis, la Chine, le Japon. On va avoir aussi des ETF sur des zones géographiques, donc l'Europe, les émergents, la zone Amérique latine, par exemple. On va retrouver des ETF thématiques ou sectoriels qui se développent de plus en plus. Et on va même aussi maintenant retrouver de plus en plus des ETF obligataires sur des obligations d'État, des obligations d'entreprise. Et donc finalement, aujourd'hui, quand j'investis sur un ETF concrètement, je peux investir sur tous les marchés qui me semblent pertinents et auxquels je crois, sur lesquels j'ai envie d'investir, que ce soit des pays, des zones, des classes d'actifs, pour placer effectivement mon épargne en bourse. Donc ce que tu es en train de nous dire concrètement, c'est que quand tu investis dans un ETF aujourd'hui, c'est sans limite. On peut investir sur toute typologie de sous-jacents, tout à fait. Que ce soit des sous-jacents actions, obligataires ou monétaires ou même matières premières. Il n'y a vraiment aucune limite. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner la différence entre ce qu'on appelle les dividendes réinvestis, non réinvestis? Aujourd'hui, très clairement, c'est aussi un grand sujet. C'est un très bon point parce que effectivement, quand j'achète une action en direct, je deviens actionnaire et je profite des dividendes. Finalement, quand j'achète une action, quelle qu'elle soit, j'ai des dividendes qui tombent quand les dividendes de la société sont fermés. Avec un ETF, je profite aussi des dividendes. Alors en fait, l'ETF va répliquer des indices dividendes réinvestis. Toujours. Donc, c'est un point très important. Après, il y a deux façons de gérer les dividendes. Ils peuvent être capitalisés, donc réinvestis automatiquement dans l'ETF. Donc, l'investisseur n'a rien à faire. Les dividendes tombent dans l'ETF et sont réinvestis automatiquement. Ou alors, ils peuvent être distribués. Et donc, dans ce cas-là, l'investisseur, comme sur une action en direct, va avoir des tombées 1-2 fois par an. Ça va dépendre des ETF, ça va dépendre des sociétés de gestion. Et donc, libre à chacun de savoir ce qu'il préfère, capitaliser ses dividendes ou les percevoir. Mais ce qui est un point important, quand j'investis sur un ETF, je profite des dividendes des sociétés sous-jacentes qu'il va y avoir dans l'indice. Très bien, merci. Alors, en fait, on peut dire que soit on choisit la variante capitalisation, soit on choisit la variante distribution, mais dans tous les cas, on ne perd pas le dividende. Tout à fait. Il est automatiquement acquis à l'investisseur. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les frais, la simplicité, la transparence? Comment ça fonctionne en fait un ETF? Parce que ça, c'est souvent un sujet qui revient. Comment ça fonctionne, voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer ça en détail? Alors, si on ouvre un peu le capot de l'ETF, donc on l'a compris, un ETF, c'est un fonds. Et un fonds est investi dans ce qu'on appelle des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières, c'est des actions ou des obligations. Donc, pour des ETF actions, je vais retrouver à l'intérieur de mon fonds des actions. D'accord ? La particularité d'un ETF,
c'est qu'il y a bien une équipe de gestion qui gère cet ETF-là, mais on ne demande pas à l'équipe de gestion de chercher à surpondérer une valeur par rapport à une autre avec cet objectif. Alors, en l'occurrence, je parle des ETF passifs, parce qu'on le verra peut-être après, on a de plus en plus d'ETF actifs qui se développent, et dans les ETF passifs, ce qui existe traditionnellement sur le marché, le gérant ne cherche pas à surpondérer une valeur par rapport à une autre, il va vraiment chercher à répliquer quotidiennement les pondérations de l'indice qu'il va répliquer dans son ETF. Donc sur un ETF CAC 40, si on ouvre le capot, on va voir que dans l'ETF CAC 40, on va avoir exactement les mêmes valeurs que l'indice CAC 40. Et comme l'objectif de gestion est simple, les frais sont maîtrisés. Donc les frais de gestion d'un ETF vont être autour, ça va dépendre de l'exposition, mais ça peut varier de 0,10 à 0,30, 0,35, donc ce qui est relativement faible historiquement par rapport à des fonds plus traditionnels. Et donc finalement, derrière, la particularité, on parlait de transparence, c'est un point très important. L'ETF va être transparent dans sa composition. J'ai accès à l'intégralité du portefeuille en continu d'un ETF. Ça va être transparent dans sa valorisation, puisque je connais la valeur de mon produit en continu, aux horaires de bourse de la bourse, de manière générale. Donc à 10h03, je connais la valeur de mon produit. À 17h, je connais la valeur aussi de mon produit. Et enfin, ça va être transparent sur les frais. On a une vue parfaite des frais sur un ETF. Il n'y a pas de commission de surperformance, par exemple, sur un ETF. Ce que tu es en train de nous dire concrètement, c'est qu'avec un ETF, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de hasard laissé au gérant. Très clairement, on reproduit l'indice, Exactement. On déduit les frais et même à l'intérieur de ce tracker, on va retrouver donc les dividendes, comme tu l'as dit juste avant. Donc finalement, il n'y a vraiment aucune surprise. Merci pour cette explication. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça sera un moyen d'avoir en tous les cas toutes les réponses aux questions qu'on peut nous avoir au quotidien. Alors, quels sont les risques ou pièges fréquents à éviter dans les trackers aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous donner très clairement et à éviter et qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier? Alors c'est vrai que c'est un point important. Le premier point à éviter, la première chose à bien comprendre, c'est que quand on parle d'ETF, on parle de frais maîtrisés, de faibles frais, et beaucoup d'investisseurs pensent que sur une exposition équivalente entre deux ETF, l'ETF qui aura le moins de frais sera le plus performant. Ce n'est pas forcément le cas, parce que justement, comme je disais, il y a une équipe de gestion derrière un ETF. Et donc, le travail de l'équipe de gestion, c'est de chercher à optimiser la performance de l'ETF. Donc, je peux avoir un ETF sur le S&P 500 avec 0,15% de frais de gestion qui va peut-être afficher à la fin de l'année une meilleure performance qu'un ETF S&P 500 qui aura 0,12% de frais. Encore une fois, le point important, ce n'est pas les frais de gestion qui vont dicter la performance de l'ETF. Quand on va juger la performance de l'ETF, on va regarder sa performance nette de frais. Le deuxième point à regarder, c'est peut-être effectivement l'encours de l'ETF. Alors, effectivement, un ETF qui existe depuis plusieurs années, qui a un faible encours, c'est peut-être un ETF qui a peu d'intérêt de la part des investisseurs. Et effectivement, c'est peut-être un ETF qu'on va pas forcément regarder. Mais après, on peut avoir des nouveaux ETF qui se lancent avec des faibles encours. Mais donc, c'est là où il faut regarder l'encours de l'ETF, mais aussi sa date de création. C'est un point très important. Et donc finalement, c'est les deux points importants qu'il va falloir, les pièges à éviter, ce que vous évoquiez, les frais, donc pas regarder que les frais, il faut bien regarder la performance nette de frais, mais aussi les encours, et donc la date de création de l'ETF qui peut lier l'encours à un encours faible correspondant à un ETF qui a été lancé récemment. Alors ça rejoint un peu la question que j'allais te poser juste derrière, Jérémy, c'est quels sont les critères clés de sélection? Il y a les émetteurs, parce qu'aujourd'hui, très clairement, il y a quand même un certain nombre d'émetteurs sur le marché qui aujourd'hui proposent des ETF et trackers. La taille, la liquidité, d'accord, la réplication, comment elle fonctionne, la devise, tout ça, il faudrait être un peu donner une explication, en tous les cas rationnelle et concrète pour qu'on comprenne bien aujourd'hui ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Alors, et quels sont les choix? Moi, je mettrais un critère en amont de tous ceux que vous venez de citer, c'est l'éligibilité. Quand je suis investisseur particulier, j'investis dans une enveloppe d'épargne, l'assurance vie, le compte titre, le PEA, ou le PER par exemple, ou l'épargne salariale. Donc quand je veux investir dans un ETF en assurance vie, il faut que je regarde si l'ETF que je veux, il est éligible au contrat. Il sera éligible dans des assurances vie, mais est-ce qu'il va être présent dans le contrat?
Donc ça, c'est un premier point, l'éligibilité. Pareil sur le PEA, sur le compte titre, il n'y a pas forcément de contraintes, tout est disponible, tous les ETF sont globalement disponibles. Mais comme on sait que l'essentiel des encours en France sont détenus via les contrats d'assurance vie, c'est un point important. Est-ce que l'ETF va être éligible à mon contrat? Est-ce qu'il va être présent? Ensuite, on l'a évoqué, la taille de l'ETF, les frais de l'ETF, c'est des points importants. La performance nette de frais de l'ETF et la liquidité, ça va être un point important, plutôt dans des enveloppes compte titre ou PEA, parce que, je le rappelle, dans une assurance vie, l'ETF va être exécuté comme un fonds traditionnel à la fin de la journée. Alors qu'on ne va pas pouvoir acheter en continu dans une assurance vie son ETF à 10h et le revendre à 17h. Ce n'est pas possible dans une assurance vie. On va pouvoir le faire dans un compte titre ou dans un PEA où la liquidité de l'ETF est importante. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les assurances vie, ce que l'on voit de plus en plus se développer, c'est ce qu'on appelle des fonds indiciels. Les fonds indiciels, ça fait exactement la même chose que les ETF, sauf qu'il n'y a pas la liquidité que va apporter les ETF. C'est juste que d'un point de vue opérationnel, c'est plus simple pour l'assureur de traiter des fonds indiciels et on les voit de plus en plus référencés. Et donc la liquidité, pour revenir sur ce point-là, c'est un point important. La fourchette prix d'achat, prix de vente, c'est des points qu'on va vérifier. Et donc la liquidité, la profondeur de marché. Et ce qu'il faut quand même avoir en tête quand j'investis sur un ETF, la liquidité de l'ETF, elle est aussi beaucoup déterminée par la liquidité du sous-jacent. C'est-à-dire que si je veux investir sur un ETF S&P 500 par exemple, si la taille de l'ETF S&P 500 est petite et que j'ai envie d'investir des dizaines de millions d'euros, finalement, ça ne doit pas être un frein parce que l'ETF S&P 500, c'est un ETF qui est très liquide, avec des actions très liquides et qui est complètement capable d'absorber des montants, des flux très importants. Et donc, au-delà de la liquidité de l'ETF, ce qui va être important de regarder, c'est la liquidité du sous-jacent qui va être un point important. Je n'achète pas 50 millions d'euros d'ETF S&P 500 comme j'achète un ETF sur la Turquie ou sur des zones plus émergentes, par exemple. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que concrètement, le sous-jacent est important sur la liquidité. Tout à fait. Et ça permet de mieux maîtriser la liquidité du tracker en lui-même. Et même sur la partie liquidité, on s'aperçoit là, surtout sur des contextes où il y a des tensions de marché, que parfois l'ETF apporte parfois un surplus de liquidité que des sous-jacents en direct. Donc on le voit beaucoup sur le marché obligataire, où on voit que la fourchette prix d'achat, prix de vente est plus faible sur un ETF que si j'achetais des obligations en direct. Parce qu'encore une fois, la diversification qu'on va retrouver dans un ETF, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs sous-jacents, permet d'optimiser la liquidité. Ok, merci Jérémy. Ce que je te propose, c'est de rentrer pour le coup sur la stratégie 2025. Voilà, aujourd'hui, on l'a dit en amont, il y a une explosion des volumes sur les ETF. Aujourd'hui, on voit plein d'ETF sortir, les thématiques, des ESG, Smart Beta, gestion active des ETF. Donc, on peut vite s'y perdre. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir rationaliser, essayer d'expliquer à ceux qui nous écoutent concrètement comment ça fonctionne, concrètement en 2025. Donc, qu'est-ce que tu vois émerger en 2025 ? Quelles sont les tendances fortes ? Est-ce qu'on peut y revenir ? Et est-ce que les ETF thématiques ont vraiment une valeur ajoutée ou est-ce que c'est du pur marketing ? Alors, déjà, on l'évoquait en introduction, l'année 2024 a été une année record en termes de flux ETF en Europe. Eh bien, 2025, on est en train de battre des nouveaux records. Donc, on est au-dessus des niveaux de l'année dernière à la même période. D'accord ? On voit une tendance également assez forte plutôt sur des ETF actions, d'accord, qui concentrent l'essentiel des flux. Et une fois n'est pas coutume, on voit énormément de flux sur les actions européennes et sur les actions chinoises. Donc typiquement, on voit le premier trimestre 2025 a été une année record, record en termes de flux sur les actions européennes et sur les actions chinoises. Ce que l'on voit beaucoup se développer, il est vrai, c'est les ETF actifs qui commencent à émerger. Donc l'année dernière a été une année assez forte en termes de collecte. Cette année encore. Donc les ETF actifs, c'est quoi ? Alors je le rappelle, petit point pédagogique, on parlait des ETF passifs, donc qui répliquent un indice de référence. Un ETF actif va chercher à surperformer un indice de référence. Donc on a une équipe de gestion qui va justement chercher à surpondérer des actions ou des obligations pour créer ce qu'on appelle de l'alpha, alors que de l'autre côté on fait du bêta. Et donc là on voit qu'il y a un besoin de la part des investisseurs pour ce type de stratégie, des investisseurs qui cherchent à acheter des gestions qui vont chercher à optimiser la performance. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que concrètement, si le CAC 40 fait 10%, l'objectif
d'un ETF en gestion active sur les actions françaises. Sur les actions françaises, ça sera de dépasser les 10%. Exactement. Donc, il pourra le dépasser, il pourra aussi faire moins. Mais on a aujourd'hui ce besoin d'investisseurs, surtout dans des contextes où des marchés sont assez agités, où on voit des investisseurs qui cherchent à surpondérer, à essayer d'obtenir de la surperformance. Donc, c'est une tendance que l'on voit vraiment beaucoup émerger ces derniers mois, et ça va être le gros sujet de 2025. On parlait de ESG, donc c'est une tendance qui a été qui existe depuis pas mal de temps. Chez BNP Paribas Asset Management, justement, on a fait un point fort de notre gamme qui est à 90% sur une approche ESG. Et derrière, alors l'ESG, c'est quoi ? Ça répond à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et d'un point de vue ESG, il y a différentes approches ESG. Il y a des ETF ESG qui vont avoir par exemple le label ISR, il y a des ETF ESG qui vont permettre de décarboner un portefeuille. Donc il y a différentes approches ESG avec différents degrés. Et vous parliez également des ETF thématiques. Donc là aussi, c'est des ETF qui ont été lancés il y a quelques temps déjà, mais qu'on voit aussi se développer. Et on voit aussi être intégrés dans les allocations de plus en plus dans les portefeuilles des clients. Pourquoi ? Un peu comme les ETF actifs, on cherche de la décorrélation. On cherche aussi à contribuer à des enjeux importants, qui peuvent être des enjeux technologiques, des enjeux démographiques, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. Donc ça, c'est des points forts de la part des clients, qui soient institutionnels ou retail, contribuer à des enjeux. Et donc, les ETF thématiques le permettent complètement, répondre à ces enjeux et aussi décorréler les portefeuilles. Ok, merci Jérémy. Alors aujourd'hui sur les ETF, est-ce qu'on pourrait envisager des ETF sur des stratégies court terme ? Puisqu'on a parlé de beaucoup des actions, obligations, on a parlé des grands indices. Est-ce qu'aujourd'hui, très clairement, les ETF peuvent être adaptés dans les stratégies court terme ? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir que historiquement en Europe et surtout en France, les ETF étaient utilisés par ce qu'on appelle les boursicoteurs, pour des stratégies justement à court terme. Donc ça peut complètement s'intégrer dans des stratégies à court terme. Par contre, ce que l'on voit, c'est effectivement les ETF s'utiliser sur des stratégies long terme pour préparer son avenir, son épargne dans des assurances vie. Et voilà. Donc, effectivement, on peut utiliser des ETF sur du court terme et la liquidité de l'ETF le permet complètement. De pouvoir acheter et vendre un ETF en continu, c'est vraiment du court terme. Mais attention, gérer du court terme, c'est compliqué, c'est même parfois un métier, et donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Quand on veut avoir une stratégie patrimoniale et investir en bourse, c'est globalement sur le long terme. Alors justement, ça me permet de rebondir sur la dernière question que j'avais envie de te poser, c'est quelle est la pondération idéale des trackers ETF dans une allocation globale ? Est-ce qu'on peut être à 100% ? Surtout maintenant, tu l'as dit juste avant, avec l'arrivée des trackers gestion active. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit mettre 30, 40, 50, 70% ? C'est souvent des questions qu'on a, nous, au quotidien. Et donc, ce serait intéressant de revenir sur la pondération idéale. Alors, il n'y a pas de pondération idéale. En réalité, elle dépend complètement de l'investisseur. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une richesse très importante des types d'ETF. Moi, j'aime bien parler d'ETF, assimiler les ETF à des ingrédients de cuisine. Et quand je cherche à faire mon allocation, je suis comme un chef. Et donc, je vais mélanger mes différents ingrédients pour construire mon allocation et répondant à mon profil de risque. Donc aujourd'hui, on peut totalement avoir un portefeuille à 100% investi sur des ETF, sur plusieurs ETF, actions, obligations, sur des obligations court terme, des obligations long terme, des obligations d'État, sur des pays, etc., etc. Mais les ETF se marient également très bien avec des stratégies traditionnelles de gestion active, avec du private equity, avec des produits structurés. En fait, tout dépend du profil de l'investisseur et tout dépend de son choix d'investissement. On peut avoir une préférence pour les ETF, donc je vais construire simplement mon portefeuille avec des ETF, parce que je vais m'exposer simplement à des marchés, ou encore une fois, je peux aimer des gestions actives, j'aime bien un gérant et je vais pouvoir mixer tout ça. Donc il n'y a pas d'opposition entre gestion passive, gestion active. La preuve d'ailleurs, il existe des ETF en gestion active. Le bon portefeuille, c'est un portefeuille qui peut mixer les deux. Et donc il n'y a pas de pondération idéale, ça dépend vraiment de l'investisseur et de son choix et de ses préférences. Ok, merci Jérémy, je crois qu'on aura bien compris, en tous les cas, que nos auditeurs aujourd'hui auront bien compris comment ça fonctionne,
quel est le choix, la profondeur? Aujourd'hui, donc les ETF, c'est un mouvement, c'est un grand mouvement de tendance, une tendance de fond. Et très clairement, on a une profondeur de choix qui est juste exceptionnelle et on peut vraiment construire une allocation diversifiée et qui sera adaptée à tout profil des investisseurs en face de nous. Alors maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans la dernière partie de cet échange, une partie un petit peu plus personnelle, Jérémy. Alors concrètement, on l'a compris, ça fait près de 15 ans aujourd'hui que tu es dans l'univers des ETF et trackers, donc tu connais très très bien le secteur. Donc comment on finit en fait dans la finance, comment on finit dans les ETF, les trackers, c'est quoi ton parcours perso pour arriver aujourd'hui à être chez BNP Asset Management et à promouvoir donc les ETF? Bon, c'est souvent une histoire d'opportunité qu'on va avoir dans sa carrière, dans sa vie. Donc, j'ai fait des études traditionnelles dans une faculté où j'ai obtenu un master 2 en finance et en banque d'investissement et de marché. J'ai commencé à travailler en tant que gérant dans une boutique française, une société de gestion où je faisais également de la commercialisation des fonds qu'on gérait. Dans ces fonds-là, on intégrait déjà des ETF, donc on était assez précurseurs à l'époque dans cette société. J'ai rejoint une première société de gestion dans l'industrie des ETF où justement, comme j'avais cette connaissance du marché des ETF parce qu'on les intégrait dans nos portefeuilles dans mon premier vrai métier et donc j'ai été identifié par les recruteurs parce que j'avais cette connaissance du marché des ETF et donc j'ai rejoint BNP Paribas Asset Management il y a 2 ans et demi pour prendre la responsabilité du développement sur notamment les pays francophones et pour accompagner justement cette tendance de fonds et donc cette démocratisation des ETF aussi bien auprès de clients institutionnels, mais aussi auprès de clients particuliers via les conseillers et les plateformes digitales. Donc c'est vraiment super de pouvoir travailler dans cette industrie-là, qui est en plein développement, en pleine évolution, et qui effectivement qui a de belles perspectives devant elle, puisqu'encore une fois, on voit que la tendance, on parlait encore une fois d'année record l'année dernière, cette année encore, il y a de plus en plus de types d'investisseurs qui utilisent les ETF, et notamment les particuliers, qui s'intéressent de plus en plus à la bourse. Et d'ailleurs, en termes de flux, pour finir là-dessus, on voit beaucoup de flux depuis quelques années sur les actions monde. Et en fait, on sait que les investisseurs aiment bien acheter en corps de portefeuille des actions monde. Donc, on a vu qu'il y a eu plutôt des sorties depuis le début de l'année sur les actions américaines, par exemple. Pour autant, les actions monde continuent de collecter et on pense que c'est principalement des investisseurs particuliers qui achètent tous les mois des indices monde dans leurs allocations. Ok. Ton profil de risque perso, Jérémy, t'es plutôt prudent, dynamique? Alors j'ai 40 ans, je suis plutôt dynamique, mais c'est un choix personnel. Donc voilà, c'est mon profil de risque. Alors, une autre question, si tu devais changer de métier demain, tu ferais quoi? Dure question, parce que j'aime beaucoup mon métier, ce qui est passionnant. Écoutez, je me verrais bien changer complètement et peut-être, pourquoi pas, ouvrir avec ma femme et avec mes enfants évidemment, peut-être un hôtel dans un endroit pas isolé du monde, mais au soleil, au bord de l'eau. Donc tenir un petit boutique hôtel, coupé du monde de Paris par exemple, et pouvoir recevoir des friends and family. Mais c'est peut-être un métier qui pourrait m'intéresser et développer justement cette casquette d'hôtelier. On pourrait recevoir les gens, ça peut être assez sympa. Alors finalement, tu as répondu à la question d'après, parce que la question d'après, c'est t'es plutôt mer ou montagne? Je suis clairement mer, le soleil, la mer, les baignades, honnêtement, c'est plutôt ma préférence. Ok, ouais. Et ensuite, la question d'après, ce que j'avais envie de te poser, toi, t'es plutôt soirée entre potes à la maison ou soirée entre potes au bar? Plutôt à la maison. Les nuits sont courtes avec les enfants, donc sortir, etc. C'est pas évident. Donc soirée posée à la maison avec femme et avec ma femme et les amis, c'est quelque chose que j'aime bien. On aime bien recevoir, donc c'est assez appréciable de passer des bons moments conviviaux dans un endroit à la maison. C'est assez plus amical et plus fraternel. Alors avant de clôturer cet échange, j'ai 2 petites questions pour terminer. C'est concrètement, si tu gagnes à l'euro million demain, tu investis ou tu claques tout? Ah, bonne question. Je pense un peu des deux. Alors, je claque pas tout du coup, mais je fais un peu des deux. Je profite un petit peu, j'en fais profiter mes proches, mais aussi je suis quelqu'un de prévoyant et j'essaye de faire les bons investissements et pour préparer encore une fois mon avenir, celui de ma famille, de mes enfants. Mais bon, j'espère effectivement, si un jour ça m'arrive, je serai le plus heureux du monde. Mais je pense que voilà, se faire plaisir tout en étant prévoyant, je pense que c'est la bonne approche. Alors, concrètement, si aujourd'hui tu devais expliquer ce qu'est un ETF à un enfant de 10 ans, tu lui dis quoi?
Alors je lui dis qu'il est important dès 10 ans, penser à son avenir, parce qu'il va faire des études, il va vouloir acheter des appartements, s'acheter une voiture, etc. Et que l'ETF, c'est vraiment le produit le plus simple qu'il va comprendre, parce qu'encore une fois, on l'a dit, on réplique un indice de référence. Quand il va rentrer dans la vie active, on va lui parler d'indice qu'il va voir tous les jours dans les médias. C'est la performance du CAC 40, par exemple. Donc, c'est vraiment l'outil le plus simple qui va lui permettre d'appréhender son futur, son avenir. Donc, c'est toujours compliqué de parler finances, mais à un enfant de 10 ans, mais voilà, c'est prendre conscience qu'il faut préparer, même dès 10 ans, et donc de solliciter son papa ou sa maman, de dire voilà, préparez-moi mon avenir, achetez-moi des produits financiers pour épargner au mieux pour mon avenir. Alors merci beaucoup Jérémy pour toutes ces explications. On comprend beaucoup mieux maintenant ce qu'est un ETF, comment ça fonctionne, la place de plus en plus importante que ça peut prendre dans les stratégies d'investissement. Donc pour ceux et celles qui souhaitent en creuser davantage, donc bien évidemment on se tient à leur disposition, ils peuvent nous contacter. On remercie tout le monde de nous avoir écoutés, ce premier épisode de Parlons Cash. Merci d'avoir répondu donc présent. Ce format, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker et surtout à le partager avec le maximum de personnes autour de vous si vous le trouvez intéressant. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, restez curieux, restez éclairés et surtout parlons cash.